On repart les amis et on repart avec Amélie Oudéa-Castéra qui est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Ravi de vous voir. Alors vous êtes là en tant que présidente de la Fédération Française. Non, directrice générale. Directrice générale. Je crois que j'ai écrit président sur le Je m'en rends compte là. Donc s'il y a écrit président sur ce qu'on appelle le synthé, il va falloir le changer. C'est directrice générale bien sûr de la Fédération Française de Tennis. Alors j'ai appelé ça retour aux sources. Il faut quand même... c'est votre parcours qui m'intéresse énormément. Et donc, ceux qui connaissent la vie des entreprises, en fait, vous connaissent comme cadre dirigeante chez Carrefour, AXA et puis Carrefour. Ceux qui connaissent le sport vous ont peut-être connu comme... Vous avez été championne du monde minime à un moment. Vainqueur de l'Orange Bowl, exactement. Vainqueur de l'Orange Bowl. C'est l'officieux championnat du monde. Absolument. Vainqueur de l'Orange Bowl. Des moins de 14 ans. Des moins de 14 ans. Vous êtes, en tant que junior, demi-finaliste de l'US Open, c'est ça? Des 3 tournois du Grand Chelem, US Open, Wimbledon et Roland-Garros. 250e joueuse mondiale, ouais. 95. Ça va parler à tout le monde. Vous jouez en double avec Amélie Mauresmo. Oui. Et quand vous jouez en double avec Amélie Mauresmo, donc je ne sais pas, vous avez quel âge là? Vous avez 17, 18 ans J'ai 18 ans. 18 ans. Ouais. Et à ce moment-là, toutes les deux, vous savez qu'il y en a une qui serait numéro 1 mondial et que l'autre ne pourrait pas l'être? Non, elle y croit encore, moi plus du tout. Et à l'époque, je ne soupçonne pas qu'elle le deviendra. Et je suis très heureuse qu'elle le soit devenue. Ça alors? Ouais. C'est une anecdote incroyable parce que moi, je joue Roland-Garros pour la dernière fois à ses côtés en juin 96. Donc en double, hein? En double. En double. Après avoir joué le grand tableau en simple. Ouais. On est chez les juniors, on joue 2 joueuses, on fait pas un très bon match, on perd 6-4, 6-4. Et là, je pose ma raquette, une Head Prestige bleue sur les fauteuils verts de Roland-Garros et je lui dis, Amélie, c'était mon dernier match. Et 3 mois après, je démarre ma nouvelle vie à Sciences Po. Donc c'est vraiment une rupture, comme finalement, on en a assez peu dans une vie parce qu'elle est très physiquement située, cette rupture de juin 96, où je décide de mettre un terme à ma carrière professionnelle de tennis pour m'engager dans une nouvelle vie, me construire une nouvelle vie à travers les études dans un premier temps. Et j'imagine qu'il y a une partie d'irrationnel dans ce choix, comme dans tous les grands choix qu'on fait dans la vie. Mais depuis, D'intuition. Mais depuis, vous y avez réfléchi. Pourquoi Je n'ai jamais regretté, Stéphane, une minute ce choix. Jamais. Jamais. Vous savez, les grands choix, ils viennent un peu moins de la tête que du ventre. Et je sentais que ma vie à moi n'était pas de devenir une grande championne de tennis. J'adorais ce sport. J'y avais un vrai talent. Ah oui. J'avais un vrai, quelque chose, un toucher de balle, une raquette, une main. Mais je ne me sentais pas faite d'un bois qui était celui de devenir une grande championne de tennis. Et là, moi, j'ai grandi auprès de Martina Hingis, Anna Kournikova, Lindsay Davenport, des joueuses comme ça. Et si je regarde, par exemple, Martina Hingis, je sentais qu'elle était faite de ce bois-là, de ce bois des grandes championnes. Maintenant, c'est compliqué de savoir la justesse exactement de toute cette analyse, parce que votre question était très bonne tout à l'heure. Amélie Mauresmo aurait pu également se regarder Martina Hingis en se disant « mais c'est une martienne, moi j'en suis pas encore là », etc. Et puis, elle ne s'est pas découragée et elle a fait une carrière extraordinaire. Donc, voilà, c'est ça. Mais je pense que... Elle a été numéro 1 mondial à un moment, Amélie. Elle a même été numéro 1 mondial, Amélie, absolument. Dans mon cas, je ne me projetais pas championne de tennis et je ne sentais pas que mon talent était suffisant pour me permettre de faire une très grande carrière. Or, c'est des vies ultra exigeantes, avec beaucoup de pression, beaucoup de solitude dans les gares, les aéroports, les chambres d'hôtel, beaucoup d'attentes, beaucoup de renoncements aussi à la vie plus équilibrée d'une femme jeune. Mais bien sûr. Et on se dit, il faut vraiment que ça en vaille la peine, quoi. Et voilà, moi, ma crainte, c'était que j'arrive à la force du poignet à me hisser peut-être à la 50, 60, 70e place, mais que je ne parvienne pas quand même suffisamment à exploser et donc que tout cet investissement et ces sacrifices soient justifiés. C'est super important parce que à ce moment-là, alors vous avez la chance aussi d'être dans un univers familial où globalement, enfin je ne parle que de ce qu'on connaît, hein, du matériel,
où tout va bien et où on ne vous met pas en fait la pression que l'on met parfois à certains jeunes champions pour réussir, parce que c'est leur réussite qui va décider de l'avenir économique de la famille et même la famille élargie? Absolument. J'ai toujours eu la liberté de choix. En revanche, il y avait un principe d'excellence. Moi, c'est la seule pression. Fais ce que tu veux, mais sois championne du monde. Voilà. Quoi. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien, ce qui en fait voulait dire fais-le vraiment très très bien. Voilà, quoi. c'est ça. Voilà. Donc, je pense que ça a probablement beaucoup porté sur mes choix, ça c'est sûr, mais j'ai eu beaucoup de liberté. Et quand j'ai fait ce choix, ni mon père ni ma mère ne l'ont contesté. Ils n'ont pas du tout cherché à me convaincre d'en faire un différent. Et ils ont senti que ce que je suis allée chercher, je suis allée le chercher vraiment fort avec mes tripes, avec ma volonté, et que derrière, je suis restée très cohérente en fait dans mes choix. Est-ce que, alors c'est ma deuxième question, vous faites un parallèle? Il se trouve que moi je l'avais fait par hasard. J'ai rencontré très très vite, mais elle est venue ici, celle qui est aujourd'hui la présidente de l'ensemble des chambres de commerce de France. Elle s'appelle Sonia Arroas. Et elle me dit comme ça en passant qu'elle dirige 7 entreprises en même temps, qu'elle a créées elle-même. 7 entreprises en même temps. Et je fais ce parallèle avec Mbappé. Je me dis, tiens, c'est bien les jeunes gens qui courent vite, mais enfin de temps en temps, on devrait mettre en valeur quand même ces champions-là. Est-ce que vous parliez du bois qui fait les champions. Est-ce qu'il y a un parallèle, Amélie, entre voilà, les champions de l'entreprise, je vais dire ça comme ça, et de l'entrepreneuriat, et les champions sportifs? Je pense qu'il y a à la fois une vraie continuité et il y a en même temps des grandes différences. Et moi, quand j'ai dû faire ce switch du monde du tennis à l'entreprise, il y a des réadaptations que j'ai dû opérer. Je pense que ce qui est commun, c'est une exigence. C'est un goût de l'effort, un sens de la discipline. C'est la compréhension qu'on ne fait rien de bien, de grand dans une vie sans suer beaucoup. Et c'est le courage d'aller un peu repousser constamment ses limites et probablement aussi une forme d'énergie, de capacité à endurer voilà, un bon volume d'action, je dirais. Après, il y a des différences. Et je pense qu'il y en a deux majeur. Il y a le rapport au temps et il y a le rapport au collectif. Un champion, en tout cas dans mon sport, le tennis, sport individuel, est au fond, et d'ailleurs c'est très assumé, un monstre d'égoïsme. Il faut être obnubilé par soi-même et le plus vous êtes dans votre bulle, le plus vous êtes performant. Quand vous êtes un grand champion de tennis ou une grande championne de tennis. Il faut se rendre hermétique le plus possible à ce qui vient à l'extérieur et ce qui peut perturber, vous empêcher d'être totalement à fond dans votre discipline. Un chef d'entreprise, il se nourrit au contraire de ce contact. Il doit être dans cette empathie, dans cette ouverture. Il doit connecter avec un collectif hyper hétérogène. Bon. Le deuxième élément, je pense que c'est le rapport au temps, au sens où un champion... Chaque entraînement et a fortiori chaque match, tout se joue sur ce match-là. Et il y a une intensité qui fait qu'on va mettre absolument tout pendant 10 ans, quitte à finir cramé, déglingué. Un chef d'entreprise, je pense que la capacité à ancrer son effort dans la durée est l'une des conditions de sa performance. Et il est à la tête d'un collectif où les gens vont eux-mêmes avoir des niveaux de motivation, d'engagement un peu différents, cette diversité. Et il ne peut pas imposer une intensité extrême à l'ensemble de ce collectif. Donc il doit savoir Certains essayent, hein. Jouer avec le temps long, lui-même probablement, être à fond, ou elle-même probablement être à fond, mais savoir ancrer l'effort d'une entreprise dans cette durée, dans ce temps long. Ça ne peut pas être un match 8-6 au troisième ou un tie-break du troisième tous les vendredis soirs où on mouille la chemise au point d'être absolument épuisé. Il y a, je pense, vraiment cet ancrage dans la durée qui est hyper important. Juste parce que vous l'avez dit, le champion qui se crame, il sait qu'il se crame. C'est-à-dire, il est conscient que peut-être qu'il met son avenir en question, mais il s'en fout, il veut gagner.
il sait que son corps va pouvoir le servir au maximum de son potentiel 30 à 35 ans. C'est rigolo parce que j'écoutais hier soir un podcast de Marion Bartoli Ouais. sur un peu sa renaissance à travers son marathon de New York, etc. Et elle revenait sur l'état physique dans lequel elle était à l'issue de sa carrière. Et elle avait un tendon qui était pété à l'épaule. Elle ne pouvait plus arriver à frapper dans la balle. Donc il faut... Certains ont lu le livre d'Agassi, la manière dont le récit qu'il fait de son match incroyable à l'US Open en 5-7 contre Baghdatis, un truc de dingue. Et alors, il a mal partout. Il est au seuil de l'épuisement. Il sait que son corps ne peut plus le servir. Alors, ce qui est très très beau, c'est qu'il va chercher justement le petit supplément d'âme et d'énergie. Mais ce sont des vies où voilà, pendant 30 à 35 ans, vous allez tirer au maximum. Donc ça, c'est pas le développement durable, c'est pas la sustainability, c'est l'intensité maximale, la vitesse maximale. On tire tout ce qu'on peut tirer pour optimiser une performance, mais qui est une performance courte. Et alors, donc, Sciences Po, l'ENA, j'oublie rien, Cour des comptes, AXA et Carrefour, c'est ça, hein, Amélie? Oui. Et donc, retour à la Fédération française de tennis. Mais alors, il s'est passé quoi? C'est-à-dire, est-ce que dans le monde de l'entreprise, vous vous êtes dit ce que vous vous êtes dit pour le tennis? C'est-à-dire, en fait, j'arriverai pas au sommet. Ouvrez la parenthèse, parce que je suis une femme, c'est une question que je pose. Donc, je vais encore changer. C'est ça Non, la démarche? pas. Alors, en tout cas, non, je crois pas que ce soit ça, parce que ça a bien marché dans les deux entreprises. Oui, ça a bien marché. Vous êtes administratrice de Carrefour, cadre dirigeante. Une trajectoire J'espère qu'on en aura un rapide. mot. Vous êtes en charge de toute la transition digitale de Carrefour. C'est évidemment la mission de toutes les missions. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Mais à un moment, vous refaites ce switch vers la fédération. C'est un switch vers le monde du sport. Parce que, je vais vous dire, moi j'ai été dans l'assurance et j'ai souffert. C'est peut-être des petits complexes, vous avez raison, hein, c'est peut-être des petits complexes que je fais, mais j'ai souffert de ne pas être actuaire. J'avais l'impression qu'il y avait une part d'intelligence de ceux qui calculent les risques, hein, les actuaires. Donc, vous savez, j'avais un Amélie, petit complexe. Ça va leur faire plaisir, parce que je crois que c'est la première fois que j'entends. J'ai souffert de ne pas être actuaire. Donc, pour le coup, il va falloir la mettre de côté, celle-là, et l'envoyer à tous les actuaires de France. Et dans la grande distribution, j'adorais mon entreprise, j'adorais les équipes avec lesquelles je travaillais, le patron avec lequel je travaillais, j'adorais mon métier e-commerce. Mais, là encore, c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose avec le tennis. Je ne me sentais pas un talent particulier pour ce métier. Je ne me sentais pas, quand j'allais dans un magasin, moi j'ai évolué à travers aux côtés d'un ou deux patrons vraiment exceptionnels avec une espèce d'intuition du commerce et du magasin. Moi, c'est un truc que j'avais pas complètement dans mes gènes et je me suis dit, voilà, ça fait presque 3 ans que je suis à la tête du digital de Carrefour. Je crois que je fais un boulot reconnu, qu'on a posé des bases saines pour accélérer la transformation de Carrefour. Maintenant, l'étape d'après, ce serait justement d'aller diriger un des business de Carrefour. Et est-ce que c'est là que je me sens un talent singulier? Et la réponse est plutôt non. Et j'ai fait la réflexion, et j'espère ne pas me tromper, qu'au fond, mon sweet spot était probablement à l'intersection entre 3 choses. Le monde du sport, qui est mon identité profonde. Ouais, c'est ça. Je crois que dans un monde où il y a, on le sait, plein de rééquilibrage à faire, le sport qui éloigne nos gamins des écrans, le sport qui atténue la sédentarité, le sport qui crée du lien social, le sport qui crée de l'unité nationale, le sport qui crée ce goût de l'effort et le dépassement de soi, sont des choses absolument essentielles. Ce monde du sport, croisé avec des problématiques business, parce que moi j'aime l'économie, j'aime le digital, j'aime la performance. Et donc je n'étais pas à l'aise dans une partie du secteur public qui à un moment m'a semblé trop protégé, trop ronronnant. Moi j'aime être exposé au vent. Et j'aime que la performance, le travail paye. Donc culture de ce type-là. On a aujourd'hui à la Fédération française de tennis un fabuleux actif qui est Roland Garros, qui est une vraie source de économique
et de business qu'il faut qu'on gère de manière responsable et intelligente. Ce défi-là, je le trouve fabuleux. Et le troisième pan de ma vie, qui est les affaires publiques. Et moi, me dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette structure où il y a en même temps des enjeux d'éthique, d'intégrité sportive, la nécessité de raisonner solidarité entre les territoires, de comprendre ce qu'on va faire pour essayer que ce sport, qui a l'image d'être un peu un sport de riches, il vienne vraiment auprès des populations. Encore aujourd'hui ? Un petit peu. Ouais. Qu'on ait une vraie stratégie pour l'outre-mer, qu'on soit sur des enjeux de lutte contre toutes les formes de violence, y compris sexuelles dans le sport. Donc ça veut dire la corruption. Et là, je me dis, mais c'est formidable. J'ai ce croisement entre le sport, le business et les grands enjeux publics. Et là, pour l'instant, je suis comme un poisson dans l'eau et j'adore ce que je fais. Alors, une question quand même, réponse rapide, parce que place des femmes en entreprise, quand même, vous l'avez éprouvé, il faut des quotas ou il ne faut pas des quotas ? Je suis en train d'hésiter un peu sur cette question. Il y a encore 6 mois, je vous aurais dit, mais jamais de la vie, Stéphane. C'est très bien dans les conseils d'administration parce que ça fait une partie du job, mais il faut pas dans les comités exécutifs, mon sentiment est que vraiment, il fallait absolument faire primer une logique de compétence. Ce que je remarque, c'est que les évolutions sont lentes. Et donc aujourd'hui, moi qui étais très contre les quotas, très sincèrement, aujourd'hui, je suis un peu paumée sur la question et je me demande s'il ne faudrait pas quand même sécuriser qu'il y ait un minimum, un pourcentage minimum de femmes dans les comités exécutifs parce que on voit que les progrès sont quand même probablement un peu lents au regard de ce que moi j'ai pu observer comme étant la compétence des femmes dans les collectifs d'entreprise, qui est vraiment élevée. Laurence Parisot a fait un virage complet d'hostile au quota. Elle est passée à favorable au quota, justement, pour aider votre réflexion. La fédération, c'est quoi les armes ? Il nous reste 5 minutes. C'est quoi les armes d'une fédération ? C'est-à-dire, en gros, ma question, c'est s'il y a quelqu'un de très efficace, éprouvé à l'entreprise, qui prend la tête d'une fédération, est-ce que ça veut dire qu'on est à peu près sûr, dans 10 ans, d'avoir un champion du monde ? En gros, d'avoir dans 10 ans ou dans 15 ans, quelqu'un qui gagne Roland-Garros, un Français qui gagne Roland-Garros. Ou une Française, évidemment. Alors, difficile question. Je crois que pour avoir un vainqueur ou une vainqueur de Roland-Garros, il y a d'abord, c'est vraiment grâce à ce champion ou cette championne, c'est pas le travail d'une fédération. Ouais. Et il y a une part de chance énorme. Maintenant, hisser une proportion suffisante des 8e ou des quarts de finalistes de des joueurs de Roland-Garros. Avoir une génération de champions. Ouais. Avoir un vrai vivier, là, c'est notre boulot. Et là, on peut évaluer les résultats. Et c'est toujours le grand débat entre, pardon de le dire comme ça, entre la masse et l'élite. Et la façon dont vous avez très très vite comme ça et très habilement détaillé vos priorités, c'est d'abord des priorités vers la masse, moins vers l'élite, parce que l'élite, elle n'a pas besoin de la fédération, en fait, c'est ça que... Vers le vivier, qui est... Alors, pour moi, il y a un sujet de développement de la pratique de masse, emmener déjà, revitaliser les clubs, qui sont quand même très abîmés par la crise qu'on vit, emmener le tennis beaucoup plus dans la rue, mais vraiment dans la rue, vraiment. Et dans les territoires faire ce qu'a réussi le basket. Faire ce qu'a réussi le basket. Moi, je pense que voilà, le monde du tennis doit redevenir beaucoup, beaucoup plus proche des gens et il doit se rendre infiniment plus accessible à différents publics, socio-démos, dans les territoires, dans l'outre-mer, etc. Donc ça, c'est une première partie des objectifs. Développer la pratique de masse, y compris avec des formules innovantes, type le padel, etc. Et après, sur l'élite, le sujet, c'est en effet, je pense que le grand champion d'exception... ça reste un petit coup dans l'air de magie, quoi. En revanche, d'avoir une vraie génération avec une bonne proportion de Français et de Françaises dans les 100 premiers mondiaux, ça, c'est le boulot d'une fédération pour bien former, pas sélectionner trop jeunes, en même temps être ultra intransigeant sur les éventuels défauts techniques dont on sait que tôt ou tard, ils limiteront nos champions. C'est travailler sur leurs valeurs, sur leur comportement, c'est les aider sur le plan mental, c'est les aider sur le plan physique, c'est les aider y compris à travers de la data et du digital pour qu'ils aient tous les éléments pour travailler sur leur biorhythme, sur leur fonctionnement physiologique, leur vitesse de réaction, l'œil. Tout ça, c'est notre boulot pour les équiper ces générations-là des meilleurs atouts et Dieu sait qu'on le peut, quoi.
pour qu'ils aillent au bout de leur potentiel. Après, si on arrive à avoir un petit Yannick Noah, c'est extraordinaire. Et notre job, ce sera d'arriver à faire vivre la légende après. Juste un mot sur le potentiel du business. Je me souviens d'Antoine Cyr à l'époque où il dirigeait la communication de BNP Paribas, et BNP Paribas a été annonceur mondial du tennis pendant des années, disait qu'on sous-estimait en fait l'impact mondial du tennis. C'est vrai, Amélie, qu'en fait c'est l'universalisme du tennis. Lui, il le mettait même au-dessus du football. Et il m'avait donné des exemples, c'est vrai, qui étaient surprenants, notamment en Asie. C'est vrai, on sous-estime un peu la puissance en fait de ce jeu aujourd'hui. Oui, mais je pense que cette puissance, elle est à renforcer encore. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, à utiliser. On a engagé là une réflexion en ce sens, en coordination avec les autres grands chelems, pour essayer de faire davantage rayonner ce potentiel. C'est des sports de balle hyper ludiques. C'est des sports qui allient du physique, de la main, de la tactique, de la résilience. C'est des sports exceptionnels. Je dis parce que pour moi, le padel a un potentiel extraordinaire. Nous, on est vraiment en train d'essayer de renforcer cette discipline. Il y a un truc ultra ludique et c'est probablement beaucoup plus facile pour un enfant d'arriver de se mettre au padel que de le faire au tennis. Yes. L'idée quand même, et c'est ça que vous avez cité, les 5-7, les 5 heures, le bout du bout de la avec douleur, le soleil qui tombe etc. sur la tribune. C'est quand même ça qui fait la légende. Les matchs du vendredi soir des dernière demi à question, Roland. Amélie. Forcément, rôle modèle, etc. Vous êtes une femme. Certaines jeunes filles, en fait, on leur en met tellement en ce moment dans la tête autour de la réussite et autour... J'ai l'impression, quand on vous regarde là et qu'on voit ce discours, c'est n'écoute que toi, finalement. En 40 secondes, la morale de toute cette histoire. Waouh. Non, mais ne vous sentez obligé de rien, quoi. Oui. Merci de le dire comme ça. Non, Ça mais me fait du bien d'entendre comme ça. Je vous en C'est prie, bon. je vous en prie. Bosse, préserve tes valeurs, ancre-toi et ce que tu vas créer sera beau. Voilà les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain.